Mon cher journal, quand je t'ai parlé des métiers, j'ai oublié de te parler d'un qui est très particulier, le monde du cirque. Ces dernières années, c'est un domaine qui s'est bien développé. Papa en connaît quelques-uns et ils gagnent bien leur vie. Tu sais, mon journal, dans un petit coin de mon cœur, j'aurais aimé faire partie d'une famille de cirque. Je rêverais d'être dompteuse d'animaux, car je les adore. Pas des lions ni des tigres quand même, mais par exemple des chevaux. Ce sont des bêtes magnifiques et pleines d'élégance. Je pourrais même dompter des éléphants, ou des singes, ou même des chiens, peu importe du moment qu'ils n'ont pas de grandes dents. Les gens du cirque, ils n'ont pas la même vie que nous. Leurs journées sont rythmées par les entraînements, l'entretien des animaux, les spectacles. Ils vivent grâce à leur vente de billets et surtout, leur campement est exposé au milieu de tous les regards. Les plus connus sont les cirques Buglione et Romanes. Seules 2 familles dans le monde ont réussi à faire sa place dans cette cour des miracles. Et comme je suis très curieuse et un peu envieuse de cette vie, je me suis renseignée auprès de mes livres pour en découvrir davantage sur leur histoire. Et tu sais quoi, mon journal? C'est une très belle histoire que celle-ci. Alexandre Romanes est né en 1951, à Paris. Il est le fondateur du cirque Romanes. Comme quoi, quand on lit, on apprend beaucoup. J'ai toujours cru que ce cirque s'appelait Romanes par rapport au peuple des Roms. Mais non, c'était tout simplement le vrai nom de famille de ce grand monsieur. Car il faut le dire, c'est un grand monsieur par ses actes. Il est issu de la famille Buglione, famille d'origine gitane, mais bien implantée en France, ayant eux-mêmes aussi un cirque. Réputé surtout dans la capitale. Tout juste adolescent, Alexandre apprend à dompter les fauves et se dévoue à sa passion équilibriste. Vers l'âge de 20 ans, il s'éloigne de sa famille car il devient déçu face à leurs valeurs perdues, qui pensent plus à leur réussite sociale et à l'argent qu'à leurs principes et leurs traditions gitanes. Il devient alors poète. Il fait des spectacles et des numéros dans la rue. Il vivait seul au jour le jour et passait de ville en ville, ayant comme seul ami des poètes mal vus et des gitans. Le monde tzigane, dont il avait les origines, l'attirait comme un aimant, et il se retrouvait souvent à partager une soupe et un bout de pain avec eux sur les routes. À l'aube des années 90, il a alors 39 ans, après presque 20 ans d'itinérance solitaire, il rencontre dans un camp une belle et charmante chanteuse tzigane, appelée Delia. Réfugiée ici depuis qu'elle avait fui la Roumanie. Ils ont alors le coup de foudre. Ils passent la nuit ensemble et, selon la coutume gitane, le lendemain ils étaient considérés comme mariés. Romanes repart sur les routes avec sa femme et décide d'investir dans un cirque. En 1994, après un début très difficile, ils vont créer le premier cirque tzigane d'Europe, dans un petit chapiteau de 300 places à Paris. Le cirque Romanes est né. Pourquoi ce cirque est-il différent? Parce qu'il n'y a aucun animal à part des chats. Le spectacle est exclusivement réservé aux numéros d'équilibre, de jonglage, d'acrobatie, de trapézistes, de musique et de chants typiques.
Maintenant, il fait des tournées dans toute l'Europe. Et c'est un grand homme, car il profite de sa notoriété pour faire de très bonnes choses, comme revendiquer et soutenir la culture tzigane. Il lutte constamment contre le racisme et la discrimination. Il sera même décoré de la Légion d'honneur pour ses actes. Et il a aussi consacré un recueil de poèmes dédié à cette culture, très réputé d'ailleurs. Il s'appelle « Le peuple des promeneurs ». Voilà mon journal. Tu sais tout sur l'histoire de ce cirque romanes. Mais tu sais mon journal, si on remonte aux sources, bien avant qu'il existe des cirques, au temps du Moyen-Âge, c'était simplement des petits groupes de saltimbanques qui se produisaient sur la place du village, avec des jongleurs, des cracheurs de feu, des montreurs d'ours, des musiciens, des danseurs. Parfois, ils étaient tellement appréciés qu'ils étaient invités pour animer les banquets des seigneurs et des rois. Tellement admirés que certains de la noblesse, nommés à l'époque de sang pur, ont succombé au charme des gitans. Ce fruit de la passion engendra une descendance nommée le sang bleu, car les enfants naissaient avec une tache bleue sur le dos ou les fesses. Un nouveau métissage était né. Plus tard, des savants ont constaté que beaucoup d'enfants nés de métissage dans la Méditerranée portaient cette tache. Tu te rappelles mon journal? Je t'ai raconté qu'après le départ de Grèce, les tziganes s'étaient séparés en plusieurs cheminements qui se sont dirigés dans toute l'Europe. Parmi eux, certains quand même ont eu un peu de chance. Comme ceux qui s'étaient dirigés vers les pays de l'Est. Ils sont arrivés difficilement jusqu'en Bohême, noyau de l'Allemagne, de la Pologne, de l'Autriche et de la Slovaquie. Là, ils sont remarqués par leur numéro dans la rue. Les citoyens sont fascinés par ce nouveau genre musical interprété par leur instrument préféré, le violon. Ils ne savent pas lire ni écrire, mais ils font chanter leur violon comme des virtuoses. Le roi de la ville les invite dans son château et se prend d'affection pour ce peuple mystérieux, plein de dons merveilleux. Il leur écrit une lettre de laissez-passer qui leur permettait de traverser les villes et les pays autour, et la signe de sa main, le roi de Bohême. C'est ainsi que les gens ont nommé ce peuple qui avait les faveurs du roi, les Bohémiens. Belle histoire aussi que celle-ci, n'est-ce pas mon journal? Et pourtant bien réelle, car j'ai pu voir de mes yeux la traduction de cette lettre du roi dans un de mes livres. Mais tout ça, mon journal, c'est encore quelque chose que très peu de personnes savent. Peuple oublié un jour, peuple oublié toujours.